Chers frères et sœurs, nous allons revenir à ce qu'on a commencé il y a quelques semaines concernant la mouche. Allah tabaraka wa ta'ala a donné un exemple en citant la mouche dans le verset dans lequel il a dit « Ayyuhan nas ou ô homme, duriba mathalun fastami'u lah » Une parabole vous est proposée, écoutez-la. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne sauraient même pas créer une mouche, même s'ils s'uniraient pour cela. Et c'est un défi qu'Allah Azza wa Jal donc a lancé à toutes les divinités et a fortiori à tous ceux qui suivent ces divinités. Il y a à notre époque des gens qui considèrent la science comme une divinité. Ils disent, il n'y a pas, nous on se fie à la science, on ne se fie pas à l'invisible, à Dieu ou la religion, on se fie à la science, c'est notre Dieu quelque part. Ben Allah Azza wa Jal lance le défi à toute l'humanité, à toute la science, à toutes les divinités, y compris la science, pour pouvoir créer une mouche qu'Allah Azza wa Jal a créée, et on va voir la complexité de cette création. Comment la mouche est composée? Elle est composée de 3 segments. Il y a la tête, le thorax et l'abdomen. Dans la tête, on trouve 2 yeux, 2 gros yeux rouges que vous voyez souvent. Ces yeux-là, on les appelle des yeux composés. Et ces yeux-là dominent la tête. De sorte que lorsque vous voyez une mouche, même si vous prenez une loupe ou un microscope, vous allez à peine voir la tête. La tête est toute petite parce qu'elle est dominée par les 2 gros yeux. C'est comme si nous, on n'avait pas de tête et les yeux, ils sortaient des 2 côtés tout en cachant notre tête. Et ça veut dire que les yeux sont disproportionnés par rapport à la tête. Ces yeux, comme j'ai dit, sont composés. Chaque œil est composé de 6000 facettes. Chaque facette, quelque part, c'est comme un petit œil. C'est comme en fait des petits œils qui ont une forme hexagonale, qui ressemblent aux cellules qu'on trouve dans la ruche d'abeilles. Donc imaginez cette mouche qui a 6000 œils de chaque côté, autrement dit 12 000 œils. Et chaque œil est lié à une petite fibre nerveuse, et toutes ces fibres nerveuses, les 12 000 fibres nerveuses, vont converger vers le nerf optique qui va aller vers son cerveau. Imaginez, on est en train de parler d'un être qui mesure à peine 5 mm. La mouche n'a pas la capacité de voir les images comme nous on les perçoit. Parce que ce qui l'intéresse, ce n'est pas de contempler son entourage. Ce qui l'intéresse, c'est seulement fuir le danger. Elle vit peu longtemps, comme on a dit, 3 à 4 semaines. Donc pendant ce temps-là, il faut qu'il se reproduise, il faut qu'elle mange, qu'il survive, et il faut qu'il évite les dangers. Donc ce qui l'intéresse, c'est seulement ce qui bouge, surtout ce qui bouge autour d'elle. D'une part, parce que lorsqu'elle vole avec une grande vitesse, il ne faut pas qu'il percute un mur ou qu'il percute un obstacle. Et d'autre part, il faut qu'elle fuit un danger potentiel. Quelqu'un qui veut la frapper, un animal ou bien un autre insecte qui veut, un prédateur qui veut la chasser. Donc c'est ça qui l'intéresse, et c'est pour cela qu'elle a une image un petit peu composée. Donc le cerveau, quelque part, va composer toutes les petites images qui sont venues par les 12 000 œils que les scientifiques appellent les omatides, les 12 000 omatides, pour fabriquer une image et voir est-ce que cette image va bouger ou pas. La mouche ne peut pas distinguer les couleurs, et notamment la couleur rouge, elle ne peut pas la voir. Mais il a une caractéristique, c'est qu'elle a la capacité d'avoir une vue panoramique de 360 degrés dans tous les côtés. Autrement dit, la mouche, lorsqu'elle est positionnée dans une direction, elle voit en face d'elle, elle voit sur les côtés, et elle voit l'arrière, elle voit ce qu'il y a en haut, et elle voit ce qu'il y a en bas. Donc c'est peine perdue de venir derrière la mouche pour essayer de la frapper. C'est comme si tu es en face d'elle. Donc ça ne sert à rien d'essayer de la ruser.
Bien entendu, on arrive toujours à les chasser, mais c'est pour vous dire qu'ils vous voient de tous les côtés et surtout lorsqu'il y a un mouvement brusque. Nous, en tant qu'êtres humains, nous avons la capacité à travers notre appareil visuel de voir 24 images par seconde. Lorsqu'on voit quelqu'un qui marche, c'est qu'on voit 24 images par seconde. La mouche a la capacité de voir 200 images par seconde, c'est-à-dire 9 fois à peu près que l'être humain, 200 images par seconde. Ça veut dire que lorsque tu veux frapper la mouche et que tu bouges ta main d'une manière rapide pour la surprendre, elle ne voit pas ta main se rapprocher d'elle avec la vitesse que toi tu perçois. Non, elle voit ta main comme si c'était un passage d'un film en ralenti. Voilà comment elle te voit. Elle voit ta main venir vers elle en douceur. Autrement dit, elle a tout son temps pour fuir ta frappe. Parce qu'elle voit ta main venir doucement. Nous, on ne voit pas à peine la main se déplacer, elle la voit venir doucement. Regardez cette capacité dont Allah Azza wa Jal l'a dotée. Et en plus de ces 2 yeux composés, elle a 3 yeux qui se trouvent au milieu de sa tête. 3 yeux cette fois-ci qui sont simples, mais qui n'ont pas un rôle dans la vision, mais ils ont un rôle de boussole qui lui permet de se déplacer selon les rayons lumineux qui se trouvent autour d'elle. Et cet appareil très complexe, cet appareil visuel très complexe de la mouche lui permet, comme j'ai dit, notamment d'éviter de percuter des obstacles et d'éviter l'attaque d'un prédateur ou l'attaque d'un potentiel ennemi. Donc, chers frères et sœurs, dans la tête de la mouche, en plus, bien entendu, des 2 gros yeux et les 3 yeux qui sont simples et petits, il y a des antennes sensorielles, Et ces antennes donc lui permettent, comme le nom l'indique, de ressentir les choses et notamment de ressentir la nourriture, de savoir si cette nourriture est apte à être consommée ou pas. Et en même temps, dans la tête de la mouche, on trouve un appareil buccal qui est un peu particulier, qui se transforme en une trompe. Exactement, enfin, ça ressemble à ce qu'on trouve chez les éléphants. Donc, elle a une grande trompe, au bout desquelles elle a 2 coussinets. Et ces coussinets peuvent lui permettre de palper la nourriture et de palper les supports sur lesquels elle s'arrête. Et au bout de ces coussinets, il y a des poils sensitifs qui lui permettent de ressentir les choses. Cette trompe est composée de 2 conduits. Il y a un conduit qui lui permet de sécréter des enzymes depuis ses intestins, sécréter des enzymes qui vont sortir par un conduit, et elle va poser ces substances-là et ces enzymes-là sur la nourriture ou les aliments qu'il veut manger, parce que l'abeille ne mastique pas. L'abeille, elle suce la nourriture. Donc il faut que la nourriture soit liquide ou visqueuse. Et donc elle va opter pour une digestion extérieure. Elle sécrète les enzymes et les produits digestifs à l'extérieur, ce qui va permettre de digérer très rapidement l'aliment potentiel, et ensuite il devient visqueux ou liquide, et ce n'est que par là qu'elle peut donc le sucer avec l'autre conduit qui se trouve dans la trompe. Et elle peut distinguer entre le conduit de droite, le conduit de gauche. Et cette opération se fait simultanément. Un conduit qui ramène les enzymes, l'autre conduit qui suce le produit à consommer. Donc regardez la précision de l'alimentation. Et c'est à cela que fait référence le verset coranique. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait pas connaître tous ces détails-là pour forger un verset coranique de la sorte. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit: et si la mouche les dépouillait, si elle prenait, si elle mangeait, si elle consommait, si elle suçait, si la mouche les dépouillait de quelque chose d'alimentaire, ils ne sauraient, c'est-à-dire ces divinités, et a fortiori ceux qui les ont suivis, parce que ceux qui ont pris ces divinités, c'est parce qu'ils pensent que ces divinités ont plus de pouvoir et de force qu'eux. Donc ces divinités ne sauraient le lui reprendre. Tu ne peux pas lui reprendre ce qu'elle a consommé.
Pourquoi? Parce que ce qu'elle a consommé a déjà subi une transformation avant même d'entrer dans son corps. Une fois il est rentré dans son corps, il est déjà changé. Il a déjà changé de configuration. Si c'est un sucre qui est composé ou un sucre complexe, il s'est déjà scindé en plusieurs morceaux, en sucre simple, et ensuite il a été sucé. Donc tu ne peux pas retrouver le sucre composé de départ. Tu ne peux pas, parce qu'il a été déjà cassé par les enzymes. Et si la mouche l'est dépouillée de quelque chose, il ne saurait le lui reprendre. Le solliciteur, et ça veut dire celui qui va essayer de retirer ce qu'elle a mangé, et le sollicité sont également faibles. Revenons maintenant au thorax de l'abeille. Dans le thorax, on trouve 3 paires de pattes. 3 pattes de chaque côté, qui lui permettent bien entendu de se déplacer. Et ces pattes-là, chaque patte se termine par 3 griffes qui lui permettent de s'accrocher à des substrats rugueux. Donc elle s'accroche, mais même si la rugosité est très légère, donc avec ces griffes-là, elle arrive justement à s'accrocher. Mais qu'en est-il lorsqu'elle est sur un support lisse, comme par exemple du verre? Les pattes se terminent par des petites ventouses. Et ces ventouses, à la base de ces ventouses-là, il y a des petits filaments sensoriels. Et les pattes possèdent des glandes. À l'intérieur des pattes de la mouche, il y a des glandes. Et ces glandes vont fabriquer une substance visqueuse, collante. Et cette substance-là va se positionner entre les petits filaments et à la base, au bout de ces filaments-là. Et c'est ce qui permet à la mouche de coller à des supports qui sont très lisses et de pouvoir marcher dessus sans aucun problème. Elle lève une patte en s'appuyant sur les autres pattes et ensuite elle pose l'autre patte. Mais lorsqu'elle veut s'envoler, là bien entendu, il faut qu'elle enlève les 3 paires de pattes d'un seul coup. Et donc dans ce cas, elle a besoin donc d'une force. Et en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle tape comme une catapulte. Elle tape avec sa trempe parce que sa trempe est rétractible. Donc elle peut rentrer, elle peut sortir. Donc elle tape avec sa trempe sur le support pour se décoller du support sur lequel elle était collée. Et tout ceci, bien entendu, se fait avec une vitesse vertigineuse extraordinaire. Et nous, on ne voit pas tous ces détails-là. La mouche, en général, elle marche sur 2 paires de pattes, les pattes postérieures. Tandis que les 2 premières paires de pattes, les 2 premières pattes, c'est-à-dire la première paire de pattes, elle les utilise pour se nettoyer. Et vous voyez souvent que la mouche se nettoie. Pourquoi elle se nettoie? Parce que la mouche est tapissée par des poils. Tout son corps est recouvert de poils sensitifs. Que ce soit sur la tête, sur les ailes, sur les pattes, sur l'abdomen, partout. Et ces poils-là jouent un rôle très important parce que c'est eux qui peuvent déterminer la température extérieure, ils peuvent déterminer l'humidité, ils peuvent déterminer le mouvement, l'apparition d'un mouvement brusque. C'est pour cela lorsqu'on veut la taper, avant même de se rapprocher, il y a des ondes par le vent qui vont arriver à ces poils. Ils vont lui donner l'information qu'il y a quelqu'un qui essaye de te toucher. Et c'est comme ça, dans ce cas, qu'elle va s'envoler. Lorsqu'elle s'envole, il va provoquer des ondes. Ces ondes vont taper sur un barrage potentiel et il y aura un retour de ces ondes vers son corps. Ces ondes-là vont être perçues par ses poils sensitifs et à partir de là, donc, elle va contourner l'obstacle pour qu'elle ne le percute pas. Et tout ceci se passe dans une grande vitesse. Telle est la création de Dieu. Telle est la création de Dieu. Montrez-moi ce qu'ont créé ceux qui sont en dehors de lui. Et c'est pour cela donc que la mouche se nettoie. C'est pour enlever toute la poussière, le pollen qui peut s'installer sur les poils de tout son corps. Donc c'est pour cela qu'ils utilisent les 2 premières pattes pour nettoyer le corps, et notamment les ailes, la tête et l'abdomen. Si on va, chers frères et sœurs, au niveau du thorax de la mouche, comme on a dit, elle possède 2 paires d'ailes. C'est pour ça qu'on les appelle, elle fait partie de la famille des diptères. Mais il y a une paire qui est très rétrécie. Et cette paire-là, elle joue il joue un rôle dans l'équilibre. Un rôle dans l'équilibre, pas dans l'envol. En revanche, l'autre paire, elle joue un rôle
dans le vol. Et je ne vais pas rentrer dans les détails des ailes. Mais tout ce qu'il faut savoir, c'est que la mouche est capable de battre ses ailes entre 200 et 1000 fois par seconde. La mouche domestique, elle bat ses ailes 200 fois par seconde. Et la mouche bleue, elle bat ses ailes, vous connaissez la mouche bleue, hein? La mouche bleue, elle bat ses ailes 1000 fois par seconde. Donc imaginez la force qu'elle possède. Et elle a la capacité de se déplacer dans tous les sens, par devant, elle peut se déplacer à l'arrière, sur les côtés, vers le haut, vers le bas. Et elle est capable de changer immédiatement de direction dans son envol. Il y a une équipe de chercheurs dans l'aéronautique, aux États-Unis, dans l'université de Cornell, qui ont filmé la mouche avec une grande vitesse et après ils ont commencé à analyser le battement des ailes de la mouche. Et ils sont parvenus à une conclusion, et ça c'était en 2011. Ils ont dit en fait que la mouche, quelque part, on ne peut pas dire qu'elle vole comme volerait un oiseau, parce que l'oiseau, elle bouge ses ailes d'une manière verticale, c'est-à-dire du haut vers le bas. En revanche, la mouche, elle a la capacité de tordre ses ailes. Donc elle bouge du haut vers le bas et elle peut tordre ses ailes, et c'est ce qui lui permet de changer rapidement de direction et d'orientation. Et aujourd'hui, les plus grandes équipes d'aéronautique dans le monde s'intéressent à la manière avec laquelle la mouche bouge et s'envole. Et ils concèdent qu'on est très loin de pouvoir fabriquer ou mettre au point un avion de chasse, un avion de guerre capable de mimer tous les mouvements, de simuler tous les mouvements de la mouche. La mouche domestique peut s'envoler de 3 mètres par seconde, ce qui lui fait 11 km par heure. La mouche bleue peut s'envoler et bouger de 10 mètres par seconde, ce qui lui donne une vitesse de 36 km par heure. Ce qui vous paraît peu par rapport à notre vitesse, mais il faut comparer le comparable. Prenons le champion du monde de 100 mètres, de sprint 100 mètres. Donc comme vous le savez, il fait les 100 mètres en 9 secondes et quelques, on va dire en 10 secondes. Ça veut dire qu'il fait 10 mètres par seconde. 10 mètres par seconde. C'est exactement la même vitesse de la mouche bleue, 10 mètres par seconde. D'accord? Donc vous prenez le meilleur sprinter du monde, il court avec la même vitesse que la mouche bleue. Mais il faut comparer le comparable. La mouche bleue, elle fait que 8 mm. D'accord? Usain Bolt, ou là, je ne sais pas comment il s'appelle, il fait 1m80, 1m90. Il faut comparer le comparable. Donc il faut rendre la taille il faut comparer les mêmes tailles. Autrement dit, si on allonge la mouche pour qu'elle ait la même taille que l'être humain qui a 1m80, quelle sera sa vitesse avec les mêmes caractéristiques qu'elle a? Sa vitesse serait de 8100 km par heure. 8100 km par heure. Si on compare la vitesse de la mouche à la vitesse du Mirage 2000, qui fait partie des 5 avions les plus rapides du monde. Le Mirage 2000, il vole avec une vitesse de 2336 km par heure. 2336 km par heure. Mais en revanche, il fait 10 mètres de longueur. Autrement dit, si on prend la mouche avec les mêmes caractéristiques qu'elle a, et on lui donne 14 mètres, comme le Mirage 2000, cette fois-ci, elle va se déplacer à 63 000 km par heure. 63 000 km par heure. Que les êtres humains essayent de fabriquer un Mirage, pas 2000, mais un Mirage 40 000, d'ici l'an 40 000 de l'ère chrétienne, ou je ne sais pas quoi, qu'ils essayent de fabriquer un Mirage 40 000 et qui a que 8 mm et qui peut bouger avec la vitesse de la mouche. Et s'ils en arrivent, on ne va pas dire que ça y est, ils ont levé le défi d'Allah Azza wa Jal, parce que là on est en train de parler seulement d'une seule caractéristique qui est la vitesse. On parle pas du changement de la direction, du recul vers l'arrière. Imaginez un avion qui va avec cette vitesse, en avant, en arrière, en haut, en bas, qui tourne comme il veut, qui atterrit à l'envers. Donc on ne parle pas des autres caractéristiques, sans parler bien entendu du carburant. L'avion, il a besoin d'énormément de kérosène. La mouche, pendant le peu qu'elle vit, enfin elle vit longtemps par rapport à sa taille, elle vit entre 3 et 4 semaines, elle n'a pas besoin de d'aller dans une station-service pour prendre du carburant, c'est dans son alimentation. Donc tout est naturel, ça se transforme en un carburant. Le carburant, il est en elle, le kérosène, et il est en elle.
et elle bouge tout le temps, pendant toute sa vie. Imaginez un avion qui bouge toute sa vie et qui n'a pas besoin d'atterrir pour remplir ses réserves. Donc tout cela, chers frères et sœurs, c'est pour que nous puissions comprendre pourquoi Allah Azza wa Jal a donné cette parabole-là, en citant la mouche, que nous dégoûtons bien entendu. Dès qu'on entend la mouche, donc c'est dégoûtant, c'est répugnant, mais Allah Azza wa Jal ne l'a pas cité pour rien. Il n'a pas cité pour rien. Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Il y a encore d'autres secrets auxquels on reviendra dans un autre prêche, Inch'Allah.